Shirley de Charlotte Brontë. Partie 2, chapitre 3. Phoebe. Shirley trouva probablement beaucoup d'agrément ce soir-là dans la société de Sir Philip Nunneley, car le lendemain matin, elle se montra de fort agréable humeur. « Qui veut faire une promenade avec moi ?» dit-elle après le déjeuner. « Isabelle et Gertrude, voulez-vous venir ?» Une telle invitation de la part de Shirley à ses cousines était chose si rare qu'elles hésitèrent avant d'accepter. Leur maman, cependant, manifestant son acquiescement au projet, elles mirent leurs chapeaux et le trio se mit en route. Il ne convenait guère à ces trois personnes de se trouver beaucoup ensemble. Il était peu de ladies dont Miss Kildare aima la société. Et véritablement, elle n'éprouvait de cordial plaisir avec aucune, à l'exception de Mistress Prior et de Caroline Helstone. Elle était polie, aimable, attentive même pour ses cousines, mais cependant, elle n'avait habituellement que peu de choses à leur dire. Dans sa brillante humeur de cette matinée exceptionnelle, elle s'efforça de suivre la conversation même avec les Mrs. Simpson. Sans s'écarter de sa règle habituelle de ne discuter avec elle que des sujets ordinaires, elle donna à ces sujets un intérêt particulier. Les étincelles de son esprit pétillaient dans ses phrases. Qui la rendait si joyeuse ? Les causes de sa gaieté devaient assurément venir d'elle-même. Le jour n'était pas beau. C'était un pâle et brumeux jour d'automne. Les promenades à travers les bois sombres étaient humides. L'atmosphère était lourde, le ciel couvert, et cependant, il semblait que dans le cœur de Shirley fût toute la lumière et le ciel d'azur de l'Italie, comme toute son ardeur étincelait dans son œil gris. Quelques instructions à donner à son directeur d'exploitation, John, la retinrent en arrière de ses cousines lorsqu'elles approchèrent de Fieldhead à leur retour. Peut-être s'écoula-t-il un intervalle de 20 minutes entre le moment où elle les quitta et son retour à la maison. Pendant ce temps, elle avait parlé à John, puis elle s'était arrêtée dans l'avenue près de la porte. L'appel pour le goûter la fit entrer. Elle s'excusa de ne point prendre part au repas et monta à l'étage supérieur. « Est-ce que Shirley ne vient pas au goûter ?» demanda Isabelle. « Elle a dit qu'elle avait faim. » 1 heure après, comme elle n'avait pas quitté sa chambre, une de ses cousines alla la chercher. Elle fut trouvée assise au pied du lit, la tête appuyée sur ses mains. Elle paraissait tout à fait pâle, très pensive, presque triste. « Vous n'êtes pas malade ?» lui fut-il demandé. « Un peu indisposée, » répondit Miss Kildare. Certainement, elle était bien différente de ce qu'elle avait été 2 heures auparavant. Ce changement constaté par ces 3 mots et non autrement expliqué, ce changement, de quelque côté qu'il vint, effectué en 10 minutes, ne passa pas comme un léger nuage d'été. Elle causa lorsqu'elle joignit ses amis au dîner, elle causa comme de coutume. Elle demeura avec eux pendant la soirée. Questionnée de nouveau sur sa santé, elle déclara qu'elle était tout à fait remise. Ce n'avait été qu'une faiblesse, une indisposition d'un moment qui ne méritait pas qu'on y fît attention. Et cependant, on sentait qu'il s'était fait un changement en Shirley. Le lendemain, le jour d'après, la semaine, la quinzaine suivante, cette ombre nouvelle et particulière demeura sur la physionomie, sur les manières de Miss Kildare. Une étrange inquiétude se faisait remarquer dans son regard, dans ses mouvements, jusque dans sa voix. L'altération n'était pas assez marquée pour provoquer ou permettre de fréquentes questions. Cependant, cette altération existait et ne voulait pas céder. Elle planait sur elle comme un nuage qu'aucune brise ne pouvait chasser ni dissiper. Bientôt, il devint évident que lui parler de ce changement, c'était la contrarier. D'abord, elle cherchait à éluder la remarque, et si l'on y persistait, elle la repoussait avec la hauteur qui lui était propre. Si on lui demandait « Êtes-vous malade ?» elle répondait avec décision « Je ne le suis pas. » « Est-ce que quelque chose pèse sur votre intelligence ? Est-il arrivé quelque chose qui affecte vos esprits ?» Elle ridiculisait ironiquement l'idée. Qu'entendait-il par esprit ? Elle n'avait pas d'esprit, noirs ou blancs, bleus ou gris à affecter. Il devait pourtant y avoir quelque chose. Elle était si changée, lui disait-on. Elle répondait qu'elle avait le droit de changer à son aise. Elle savait qu'elle n'était pas embellie. S'il lui convenait de devenir laide, qui pouvait y trouver à redire ? Il devait y avoir une cause à ce changement.
Quelle était-elle ? Insistait-on. Elle demandait alors péremptoirement qu'on la laissât tranquille. Puis elle faisait tous ses efforts pour paraître gaie et semblait s'indigner contre elle-même de n'y pouvoir réussir. De brèves, méprisantes épithètes s'échappaient de ses lèvres lorsqu'elle était seule. « Folle ! Lâche !» s'appelait-elle. « Poltronne !» se disait-elle. « Si vous devez trembler, tremblez en secret. Languissez lorsqu'aucun œil ne vous voit. » « Comment osez-vous » lui arrivait-il de se demander. « Comment osez-vous montrer votre faiblesse et trahir vos imbéciles anxiétés ? Secouez-les, élevez-vous au-dessus d'elles, et si vous ne pouvez, cachez-les. » Et pour les cacher, elle fit de son mieux. Elle devint de nouveau résolument joyeuse en société. Lorsqu'elle était fatiguée de l'effort et forcée de se relâcher, elle cherchait la solitude. Non la solitude de sa chambre, elle refusait de s'abêtir, enfermée entre quatre murs, mais la plus sauvage solitude du dehors, qu'elle pouvait parcourir montée sur Zoé, sa jument. Elle faisait des courses à cheval d'une demi-journée. Son oncle la désapprouvait, mais n'osait lui faire des remontrances. Il n'était jamais agréable d'affronter la colère de Shirley, même lorsqu'elle était bien portante et gaie. Mais maintenant que son visage s'amaigrit, que son grand œil gris paraît creux, il y a quelque chose dans l'assombrissement de ce visage et le feu de cet œil qui est à la fois touche et effraye. Pour tous ceux qui, ignorant de l'altération de ses esprits, parlaient de l'altération de sa figure, elle avait la même réponse. « Je suis parfaitement bien. Je n'ai pas la moindre souffrance. » Et vraiment, il fallait qu'elle eût de la santé pour supporter les intempéries du temps auxquelles elle s'exposait. Par la pluie ou le beau temps, le calme ou l'orage, elle faisait sa promenade quotidienne à cheval sur le marais de Stilbro, Tartare courant à ses côtés, avec son galop infatigable. 2 fois, 3 fois, les yeux des bavards, ces yeux qui sont partout, dans le cabinet et sur le sommet des montagnes, remarquèrent qu'au lieu de tourner sur Rochedge, point le plus élevé du marais de Stilbro, elle allait tout droit vers la ville. Des espions ne manquèrent pas pour épier où elle se rendait. On s'assura qu'elle descendait à la porte d'un monsieur Pearson Hall, sollicitor, parent du vicaire de Nunneley. Ce gentleman et ses ancêtres avaient été les agents de la famille Kildare depuis plusieurs générations. Quelques personnes affirmaient que Miss Kildare se trouvait enveloppée dans les affaires de la fabrique de Hollow, qu'elle avait perdu de l'argent et était obligée d'engager son domaine. D'autres conjecturaient qu'elle allait se marier et qu'elle faisait préparer les arrangements préalables. Monsieur Moore et Henry Simpson étaient ensemble dans la salle d'études. Le précepteur attendait une leçon que l'élève paraissait occupé à préparer. « Henry, hâtez-vous. L'après-midi tire à sa fin. »« Est-ce vrai, monsieur ?»« Certainement. N'êtes-vous pas bientôt prêt avec cette leçon ?»« Non. »« Vous n'avez pas à peu près fini ?»« Je n'ai pas construit une ligne. » Monsieur Moore leva la tête. Le ton de l'enfant était tout particulier. « Votre tâche ne présente pas de difficulté, Henry. Mais si elle en contient, apportez-les-moi. Nous travaillerons ensemble. Monsieur Moore, je ne puis faire aucun travail. »« Mon garçon, vous êtes malade ? » ?»« Monsieur, je ne suis pas plus dans ma santé corporelle que d'habitude, mais mon cœur déborde. » Fermez le livre. Venez ici, Henry. Venez au coin du feu. Henry s'avança en boitant. Son précepteur lui plaça une chaise. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient pleins de larmes. Il plaça sa béquille sur le plancher, inclina sa tête et pleura. « Cette affliction n'est pas occasionnée par une douleur physique, dites-vous, Henry. Vous avez un chagrin. Dites-le-moi. »« Monsieur, j'ai un chagrin comme je n'en ai jamais eu auparavant. Je voudrais pouvoir en être soulagée de quelque façon. Je peux à peine en porter le poids. » « Qui sait ? Si vous me l'expliquez, je pourrais peut-être vous soulager. Quelle en est la cause ? Qui concerne-t-il ? » ?»« La cause, monsieur ? Et Shirley. Il concerne Shirley. »« Est-ce vrai ? Vous pensez qu'elle est changée ? » ?»« Tous ceux qui la connaissent pensent qu'elle est changée. Vous aussi, monsieur Moore ? » « Non. Pas sérieusement, non.
Je ne vois en elle aucune altération qu'une circonstance favorable ne puisse réparer en quelques jours. D'ailleurs, sa propre parole doit être comptée pour quelque chose. Elle dit qu'elle se porte bien. Aussi longtemps qu'elle a maintenu qu'elle allait bien, je l'ai cru, monsieur. Lorsque j'étais triste hors de sa vue, je recouvrais bientôt ma gaieté en sa présence. Maintenant... Eh bien, Henri, maintenant, vous a-t-elle dit quelque chose? Vous avez été ensemble au jardin pendant 3 heures ce matin. Je l'ai vu vous parler, et vous écoutiez. Maintenant, mon cher Henri, si Miss Kildare a dit qu'elle est malade et vous a enjoint de garder le secret, ne lui obéissez pas. Dans l'intérêt de son existence, avouez tout. Parlez, mon garçon. Elle dit qu'elle est malade. Je crois, monsieur, que si elle était mourante, elle sourirait en disant « Je ne souffre pas ». Qu'avez-vous appris alors? Quelle nouvelle circonstance? J'ai appris qu'elle vient de faire son testament. Son testament. Le précepteur et l'élève gardèrent le silence. Elle vous a dit cela? Demanda Moore après quelques minutes. Elle me l'a dit, tout à fait gaiement. Non pas comme une circonstance de funeste présage, ainsi que je le pensais. Elle m'a dit que j'étais la seule personne, outre son solliciteur Pearson Hall, M. Elston et M. York, qui sût quelque chose sur ce sujet, et elle m'a dit qu'elle voulait spécialement m'en expliquer les dispositions. Continuez, Henri. Parce que, a-t-elle dit, en fixant sur moi ses beaux yeux, oh, comme ils sont beaux, monsieur Moore, je les aime, je l'aime, elle est mon étoile. Le ciel ne doit pas la réclamer, elle est aimable en ce monde et douée pour ce monde. Shirley n'est pas un ange, elle est femme, et elle doit vivre avec les hommes. Les séraphins ne l'auront pas. Monsieur Moore, si un des fils de Dieu, aux ailes larges et brillantes comme l'azur, bleues et bruissantes comme la mer, l'ayant vue si belle, descendait pour la réclamer, sa prétention serait combattue par moi, tout enfant et boiteux que je sois. Henry Simpson. Continuez. Qu'a-t-elle dit encore? Parce que, a-t-elle dit, si je ne faisais pas ce testament et que je vinsse à mourir avant vous, Henri, toute ma fortune vous reviendrait. Et je ne voudrais pas qu'il en fût ainsi, quoique je sois persuadée que votre père n'en serait pas fâché. Mais vous, a-t-elle dit, vous aurez tout son domaine qui est grand, plus grand que Fieldhead. Vos sœurs n'auront rien, et je leur ai laissé quelque argent. Quoique je ne les aime ni l'une ni l'autre, pas la moitié autant que j'aime une mèche de vos beaux cheveux. Elle m'a dit cela, et elle m'a appelé son chéri, et m'a laissé l'embrasser. Elle m'a dit ensuite qu'elle avait légué aussi quelque argent à Caroline Elstone, que ce manoir, avec son mobilier et ses livres sterling, m'était légué, parce qu'elle ne voulait pas que l'ancienne demeure de sa famille allât à des étrangers, et que tout le reste de sa fortune, montant à environ 12 000 livres en dehors des legs de mes sœurs et de Miss Elstone, elle l'avait légué non à moi qui étais déjà riche, mais à un homme bon, qui en fera un meilleur usage qu'aucun être humain n'en pourrait faire. Un homme, a-t-elle dit, qui est à la fois doux et brave, fort et compatissant. Un homme qui ne fait pas ostentation de principes religieux, mais qu'elle sait professer une religion pure et sans tache devant Dieu. L'esprit d'amour et de paix est avec lui. Il a visité l'orphelin et la veuve dans l'affliction, s'est tenu éloigné de la corruption du monde. Puis elle m'a demandé « Approuvez-vous ce que j'ai fait, Henri ?» Je n'y ai rien pu répondre. Les pleurs m'étouffaient, comme ils font maintenant. Monsieur Moore accorda à son élève un moment pour combattre et maîtriser son émotion. Ensuite, il demanda. Quelle autre chose a-t-elle dit encore? Lorsque je lui ai manifesté mon plein consentement aux conditions de son testament, elle m'a dit que j'étais un garçon généreux et qu'elle était fière de moi. Et maintenant, a-t-elle ajouté, dans le cas où quelque chose arriverait, vous saurez répondre à la méchanceté lorsqu'elle viendra murmurer de mauvaises choses à votre oreille, insinuant que Shirley vous a fait tort, qu'elle ne vous aimait pas. Vous saurez que je vous aimais, Henri, que nulle sœur n'eût pu vous aimer mieux, mon cher trésor. Monsieur Moore, quand je me souviens de sa voix et que je me rappelle son regard, mon cœur bat à rompre ma poitrine.
Elle peut aller au ciel avant moi. Si Dieu le commande, il le faudra. Mais le reste de ma vie, et ma vie ne sera pas longue, je suis heureux de cela maintenant, sera un rapide et mélancolique voyage sur le chemin que ses pieds ont pressé. Je pense reposer sous la voûte des Kildare avant elle. S'il en était autrement, placer mon cercueil à côté de celui de Shirley. Moore répondit avec un calme posé, qui offrait un étrange contraste avec l'enthousiasme troublé du jeune garçon. Vous avez tort tous les deux, et vous faites du mal l'un à l'autre. Si la jeunesse tombe une fois sous l'influence d'une terreur imaginaire, elle s'imagine que le soleil a pour toujours cessé de luire. Elle croit que ses malheurs dureront toute sa vie. Qu'a-t-elle dit de plus? A-t-elle dit autre chose? Nous avons réglé entre nous 2 ou 3 affaires de famille. J'aimerais beaucoup à savoir ce que... Mais monsieur Moore, vous souriez? Je ne pouvais pas sourire en voyant Shirley dans une telle humeur. Mon garçon, je ne suis ni nerveux, ni enthousiaste, ni inexpérimenté. Je vois les choses telles qu'elles sont. Il n'en est pas ainsi de vous, quant à présent. Dites-moi ces affaires de famille. Seulement, monsieur, elle m'a demandé si je me considérais plutôt comme un Kildare que comme un Simpson. Et je lui ai répondu que j'étais Kildare du plus profond du cœur et jusqu'à la moelle des os. Elle a dit qu'elle était contente de cela, car excepté moi, il n'existait plus de Kildare en Angleterre. Et alors, nous sommes tombés d'accord sur quelques points. Eh bien, monsieur, que si je vivais pour hériter du domaine de mon père et du manoir de Fieldhead, je prendrais le nom de Kildare et ferais de Fieldhead ma résidence. Je serais alors appelé Henry Shirley Kildare, et cela sera ainsi. Son nom et son manoir remontent à plusieurs siècles, tandis que Simpson Grove date d'hier. Allons, vous n'êtes sur le point d'aller au ciel, ni l'un ni l'autre. J'ai les meilleures espérances de vous deux, avec vos fières distinctions, couple d'aiglons à moitié emplumés. Maintenant, qu'inférez-vous de tout ce que vous venez de dire? Traduisez-moi cela en langage ordinaire. Que Shirley pense qu'elle est sur le point de mourir. Elle a parlé de sa santé? Pas une seule fois. Mais je vous assure qu'elle dépérit. Ses mains deviennent tout à fait maigres, et aussi sa figure. Est-ce qu'elle se plaint quelquefois à votre mère et à vos sœurs? Jamais. Elle leur rit au nez lorsqu'elle la questionne là-dessus. Monsieur Moore, c'est une créature étrange, si belle et si légère. Pas du tout une virago, une amazone. Et cependant, dédaignant l'assistance et la sympathie. Savez-vous où elle est maintenant, Henri? Est-elle à la maison ou fait-elle sa promenade à cheval? Elle n'est sûrement pas dehors, monsieur. Il pleut à verse. C'est vrai. Ce n'est pas cependant une garantie qu'elle ne galope pas en ce moment vers Rushedge. Depuis quelques semaines, le mauvais temps ne l'a jamais empêchée de faire ses excursions. Vous vous rappelez, monsieur Moore, combien mercredi dernier le temps était pluvieux et orageux, si mauvais en vérité, qu'elle ne voulut pas permettre de sceller Zoé, et cependant, la tempête qu'elle trouvait trop rude pour sa jument, elle l'a affrontée elle-même, à pied. Cet après-midi-là, elle marcha presque jusqu'à Nunneley. Je lui demandai, à son retour, si elle ne craignait pas de prendre un rhume. Nullement, me dit-elle. Ce serait une trop heureuse chance pour moi. Je ne sais pas, Henri, mais la meilleure chose qui pût m'arriver serait d'attraper un bon rhume ou une bonne fièvre, et de mourir comme tous les chrétiens. Elle est malade, vous voyez, monsieur. Malade, assurément. Allez savoir où elle est, et si vous pouvez avoir une occasion de lui parler sans attirer l'attention, demandez-lui de venir ici, 1 minute. Oui, monsieur. Il saisit sa béquille et se leva pour partir. Henri. Il se retourna. Ne faites pas votre message mot pour mot. Formulez-le comme autrefois vous formuliez un appel ordinaire à la salle d'études. Je comprends, monsieur. Elle obéira plus probablement. Puis Henri. Monsieur, je vous appellerai lorsque j'aurai besoin de vous. Jusque-là, vous êtes exempté des leçons.
Henri partit. Monsieur Moore, resté seul, se leva de son bureau. « Je puis être très froid et très hautain avec Henri, dit-il. Je peux avoir l'air de rire de ses appréhensions et regarder du haut de ma dignité sa jeune ardeur. À lui, je peux parler comme si, à mes yeux, ils étaient 2 enfants. Voyons si je puis conserver le même rôle avec elle. J'ai vu le moment où je paraissais sur le point d'oublier ce rôle, où la confusion et la soumission semblaient près de m'écraser avec leur douce tyrannie, où ma langue bégayait, où j'allais laisser tomber mon manteau et me montrer à elle, non comme un maître, non, mais comme un tout autre personnage. J'espère bien ne plus tomber dans cette folie. C'est bon pour Sir Philip Nunneley de rougir lorsqu'il rencontre son regard. Il peut se permettre la soumission, lui. Il peut même sans danger laisser sa main trembler au contact de la sienne. Mais si l'un de ses fermiers s'avisait de se montrer envers elle susceptible et sentimental, il mériterait tout simplement la camisole de force. Jusqu'à ce jour, je me suis tirée d'affaire assez bien. Elle s'est assise à côté de moi, et je n'ai pas tremblé plus que mon bureau. J'ai supporté ses regards et ses sourires, comme un précepteur que je suis. Je n'ai jamais touché sa main, jamais je n'ai subi cette épreuve. Je ne suis ni son fermier, ni son valet. Je n'ai jamais été ni son serf, ni son serviteur, mais je suis pauvre, et il est de mon devoir de veiller à ma propre dignité, de n'en pas compromettre un iota. Qu'a-t-elle voulu dire par cette allusion aux gens froids qui pétrifient la chair en marbre? Elle m'a fait plaisir. Je ne sais pourquoi. Je ne me permettrai pas de le rechercher. Je ne me permets jamais de scruter ni son langage ni sa contenance, car si je le faisais, je pourrais quelquefois oublier le sens commun pour croire au roman. Une étrange et secrète extase parcourt mes veines par moments. Je ne veux pas l'encourager. Je ne veux pas m'en souvenir. Je suis résolue, aussi longtemps que je le pourrai, de conserver le droit de dire avec saint Paul « Je ne suis pas fou, mais je parle le langage de la vérité et de la sagesse. » Il s'arrêta, écoutant. Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas? Se demanda-t-il. Comment accueillera-t-elle le message, naïvement ou avec dédain? Comme une enfant ou comme une reine? Ces 2 caractères sont dans sa nature. Si elle vient, que lui dirai-je? Comment justifier d'abord la liberté de la requête? Lui présenterai-je des excuses? Je le pourrais, en toute humilité. Mais une justification tendra-t-elle à nous placer dans les positions que nous devons relativement occuper en cette matière? Je dois rester le professeur. Autrement, j'entends le bruit d'une porte. Il écouta. Quelques minutes s'écoulèrent. Elle me refusera. Henri l'engage à venir. Elle refuse. Ma demande est présomptueuse à ses yeux. Qu'elle vienne seulement, et je lui apprendrai bien le contraire. J'aimerais mieux qu'elle fût un peu intraitable. Cela m'aiguillonnerait. Je la préfère cuirassée d'orgueil, armée d'un sarcasme. Son dédain me fait sortir de mes rêves. Je me retrouve moi-même. Un sarcasme de ses yeux et de ses lèvres donne de la vigueur à mes nerfs et à toutes mes fibres. J'entendais pas. Ce sont ceux de Henri. La porte s'ouvrit. Miss Kildare entra. Il paraît que le message l'avait trouvée à son aiguille. Elle apportait son ouvrage à la main. Ce jour-là, elle n'était pas sortie à cheval. Elle l'avait évidemment passé tranquillement. Elle portait son charmant costume d'intérieur et un tablier de soie. Ce n'était point une talestrice, mais une femme d'un caractère paisible et même timide. M. Moore avait l'avantage sur elle. Il eût pu lui parler d'un ton solennel et avec une attitude sévère. Peut-être l'aurait-il fait si elle se fût montrée insolente. Mais sa physionomie n'avait jamais fait voir moins de crânerie. Une sorte de douce timidité enfantine déprimait ses cils et se répandait sur son visage. Le précepteur debout le regardait en silence. Elle s'arrêta entre la porte et le bureau. « Avez-vous besoin de moi, monsieur ?» demanda-t-elle.
J'ai pris la liberté, Miss Kildare, de vous envoyer chercher, c'est-à-dire de vous demander une entrevue de quelques minutes. » Elle attendit, en continuant son travail d'aiguille. « Eh bien, monsieur, » sans lever les yeux, « de quoi s'agit-il » ? « Veuillez vous asseoir d'abord. Le sujet que je veux traiter demandera quelques instants. Peut-être n'ai-je guère le droit de l'aborder. Il est possible qu'aucune justification ne puisse m'excuser. La liberté que j'ai prise a son origine dans une conversation que j'ai eue avec Henri. Ce jeune homme est affecté de l'état de votre santé. Tous vos amis éprouvent de l'inquiétude à ce sujet. C'est de votre santé que je désirerais vous parler. »« Je suis tout à fait bien, » dit-elle brièvement. Et cependant changée. « Cela ne peut intéresser personne que moi. Nous changeons tous. Voulez-vous vous asseoir ? Autrefois, Miss Kildare, j'avais quelque influence sur vous. En ai-je encore maintenant ? Puis-je croire que ce que je vous dis ne sera pas considéré comme positive présomption ? Laissez-moi lire du français, monsieur Moore. Je prendrai même une leçon de grammaire latine. Mais proclamons une trêve à toute discussion sanitaire. Non, non. Le temps de ces discussions est venu. Discutez alors. Mais ne me prenez pas pour texte. Je suis un sujet sain. Ne pensez-vous pas qu'il est mal d'affirmer et de réaffirmer ce qui est substantiellement faux ? Je dis que je suis bien. Je n'ai ni toux, ni douleur, ni fièvre. N'y a-t-il pas d'équivoque dans cette assertion ? Est-elle la vérité vraie ? La vérité pure. Louis Moore la regarda fixement. « Je ne puis moi-même, dit-il, découvrir aucune indication de maladie actuelle. Mais alors, pourquoi êtes-vous changé ? Suis-je changé ? Nous allons essayer de le prouver. Comment ? En premier lieu, je vous demande, dormez-vous comme vous aviez l'habitude de le faire ? Non, mais ce n'est pas parce que je suis malade. Avez-vous l'appétit que vous aviez autrefois ? Non, mais ce n'est pas parce que je suis malade. Vous rappelez-vous ce petit anneau attaché à ma chaîne de montre ? C'est celui de ma mère, et il est trop petit pour passer la jointure de mon petit doigt. Vous me l'avez plusieurs fois dérobé en jouant. Il allait à votre index. Essayez-le maintenant. Elle permit l'épreuve. L'anneau tomba de la petite main amaigrie. Louis le ramassa et le rattacha à la chaîne. Une rougeur embarrassée colora le front de Shirley, qui répéta encore. « Ce n'est pas parce que je suis malade. » Non seulement vous avez perdu le sommeil, l'appétit, l'embonpoint, continua Moore, mais vos esprits sont continuellement en ébullition. En outre, il y a dans votre œil une frayeur, dans vos manières une inquiétude nerveuse. Ces particularités vous étaient autrefois étrangères. « Monsieur Moore, nous nous arrêterons ici. Vous avez touché juste. Je suis nerveuse. Maintenant, parlons d'autre chose. Quel temps pluvieux nous avons, quelle pluie torrentielle et persévérante. Vous, nerveuse. Oui. Et si Miss Kildare est nerveuse, ce n'est pas sans cause. Laissez-moi chercher cette cause. Laissez-moi voir de plus près. Le mal n'est pas physique, j'ai soupçonné cela. Il est venu en un instant. Je sais le jour, j'ai remarqué le changement. Votre douleur est mentale. Nullement. Ce n'est pas quelque chose de si noble, c'est simplement nerveux. Oh, quittez ce sujet. Lorsqu'il sera épuisé, pas avant. Des alarmes nerveuses doivent toujours être communiquées, afin qu'elles puissent être dissipées. Je voudrais avoir le don de persuasion, et pouvoir vous engager à parler librement. Je crois que la confession, dans votre cas, équivaudrait à la guérison. « Non !» dit Shirley brusquement. « Je désirerais que cela fût probable, mais j'ai peur du contraire. » Elle suspendit un moment son travail. Elle était maintenant assise. Reposant son coude sur la table, elle soutenait sa tête dans sa main. M. Moore paraissait croire qu'il avait enfin fait quelques pas dans ce chemin difficile. Elle était sérieuse, et dans son désir était renfermé un important aveu. Après cela, elle ne pouvait plus affirmer que rien ne lui faisait mal.
Le précepteur lui accorda quelques minutes de repos et de réflexion avant de revenir à la charge. Une fois, ses lèvres avaient frémi pour parler. Mais il s'était retenu et avait prolongé la pause. Shirley leva ses yeux sur lui. S'il avait trahi quelque émotion, peut-être qu'une persistance obstinée dans le silence lui eût été opposée. Mais il paraissait calme, fort, digne de confiance. « J'aime mieux le dire à vous qu'à ma tante, ou qu'à mes cousines, ou à mon oncle, dit-elle. Ils feraient tous tant de fracas. Et c'est le bruit surtout que je crains, l'alarme, le tumulte, l'éclat. Bref, je n'ai jamais aimé à me trouver le centre d'un tourbillon domestique. Vous pouvez supporter un petit choc, n'est-ce pas? Un grand, si c'est nécessaire. Pas un muscle de cet homme ne frissonna, et cependant son large cœur battait fort dans sa profonde poitrine. Qu'allait-elle lui dire? Quelque irréparable malheur était-il arrivé? Si j'avais pensé qu'il fût convenable d'aller à vous, je ne vous aurais jamais fait un secret de cela, un seul moment, continua-t-elle. Je vous aurais dit franchement la vérité, en vous demandant avis. Pourquoi n'était-il pas convenable de venir à moi? Cela aurait pu être convenable, je ne dis pas le contraire, mais je ne le pouvais. Il me semblait que je n'avais aucun droit de vous causer du trouble. Le malheur ne concernait que moi. Je voulais le tenir secret, et personne ne pouvait m'en empêcher. Je vous le répète, je n'aime pas être l'objet des fatigantes attentions ou le thème du bavardage villageois. D'ailleurs, il peut n'avoir aucun fâcheux résultat. Dieu le sait. Moore, bien que torturé par l'attente, ne demanda pas une prompte explication. Il ne permit à aucun geste, à aucun regard, à aucun mot de trahir son impatience. Sa contenance calme tranquillisa Shirley. Sa confiance la rassura. « De grands effets peuvent naître de petites causes, » fit-elle remarquer en détachant un bracelet de son poignet. Puis, déboutonnant sa manche et la relevant en partie, « Regardez-la, » dit-elle à M. Moore. Elle fit voir une marque sur son bras blanc, ou plutôt une dentelure profonde, quoique cicatrisée, quelque chose entre une brûlure et une coupure. Je ne voudrais pas montrer cela à qui que ce fût dans Briarfield, excepté à vous, parce que vous pouvez prendre la chose tranquillement. Certainement. Il n'y a rien dans cette petite marque qui puisse effrayer. Son histoire en donnera l'explication. Toute petite qu'elle est, elle m'a enlevé mon sommeil, elle m'a rendue nerveuse, maigre et folle, parce que cette petite marque me fait penser à une possibilité qui a ses terreurs. La manche fut rajustée, le bracelet replacé. « Savez-vous que vous m'éprouvez » dit Moore en souriant. « Je suis un homme très patient, mais je sens mon pouls précipiter ses pulsations. » Quoi qu'il arrive, je compte sur votre amitié, monsieur Moore. Vous mettrez à mon service votre sang-froid et ne me laisserez pas à la merci de lâches effrayés. Je ne fais aucune promesse à présent. Racontez-moi l'histoire et exigez ensuite telle promesse qu'il vous plaira. C'est une très courte histoire. Je fis un jour une promenade avec Isabelle et Gertrude, il y a environ 3 semaines. Elles arrivèrent à la maison avant moi. J'étais demeurée en arrière pour parler à John. Après l'avoir quitté, je me plus à rester un peu dans l'avenue, où tout était calme et ombreux. J'étais fatiguée de causer avec ces jeunes filles, et nullement pressée de les rejoindre. Comme je me trouvais appuyée à côté de la grande porte, absorbée dans de très heureuses pensées concernant mon avenir, car, ce matin-là, je m'imaginais que les événements commençaient à tourner comme je le désirais depuis longtemps. Ah, Nunneley avait été avec elle le soir précédent, pensa Moore. J'entendis un bruit haletant. Un chien montait en courant l'avenue. Je connais presque tous les chiens du voisinage. C'était Phoebe, la chienne d'arrêt de M. Sam Wayne. La pauvre créature courait, la tête baissée et la langue pendante. Elle paraissait brisée et aux abois. Je l'appelais.
J'avais l'intention de la faire entrer à la maison et de lui donner quelque chose à boire et à manger. J'étais sûre qu'elle avait été maltraitée. Monsieur Sam fouette souvent ses chiens cruellement. Elle était trop agitée pour me reconnaître, et quand j'essayai de lui caresser la tête, elle se retourna et me mordit le bras. Elle me mordit de façon à faire couler le sang et s'enfuit pantelante. Aussitôt après, le piqueur de M. Wine arriva portant un fusil. Il me demanda si j'avais aperçu un chien. Je lui dis que j'avais vu Phoebe. « Vous feriez bien d'enchaîner Tartare, madame, dit-il, et de dire à vos gens de ne pas sortir de la maison. Je cours après Phoebe pour la tuer, et le groom est parti d'un autre côté. Elle est enragée. » Monsieur Moore s'appuya en arrière dans sa chaise et croisa ses bras sur sa poitrine. Miss Gildar reprit son canevas de soie et continua la création d'une guirlande de violettes de Parme. « Et vous ne l'avez dit à personne. Vous n'avez cherché aucune assistance, aucune guérison. Vous n'êtes pas venu à moi. » J'allai jusque la porte de la salle d'études. Là, le courage me manqua. Je préférais tenir la chose secrète. Comment ? Mais que pourrais-je demander en ce monde de plus agréable que de vous être utile ? Je n'avais aucun droit, c'est monstrueux. Et vous ne fîtes rien ? Si fait. J'allais droit à la lingerie, où l'on repasse presque toute la semaine, maintenant que j'ai tant d'hôtes à la maison. Pendant que les servantes étaient occupées à plisser et à empeser, je pris dans le feu un fer italien, et j'en appliquai la pointe écarlate sur mon bras. Je l'enfonçai bien. Il cicatrisa la petite blessure, puis je montai dans ma chambre. J'affirmerai que vous n'avez pas poussé une plainte. Je n'en sais rien. J'étais bien malheureuse, ni ferme, ni tranquille du tout, je pense. Il n'y avait aucun calme dans mon esprit. Il y avait du calme dans votre personne. Je me souviens d'avoir écouté pendant tout le temps que nous fûmes assis à goûter, pour entendre si vous remuiez dans la chambre au-dessus. Tout était tranquille. J'étais assise au pied de mon lit, souhaitant que Phoebe ne m'eût point mordu. Et seule. Vous aimez la solitude. Pardonnez-moi. Vous dédaignez la sympathie. Est-ce vrai, monsieur Moore ? Avec votre puissante intelligence, vous devez vous croire indépendante de tout secours, de tout conseil, de toute société. Qu'il en soit ainsi, puisque cela vous plaît. Elle sourit. Elle continua sa broderie rapidement et avec soin, mais ses cils tremblèrent, puis ils brillèrent, et une larme en tomba. Monsieur Moore se pencha en avant sur son bureau, remua sa chaise, changea son attitude. « S'il n'en est pas ainsi, demanda-t-il, en donnant à sa voix une expression de douceur toute particulière. Dites-moi ce que je dois penser. Je ne sais pas. Vous savez, et vous ne voulez pas parler. Vous voulez tout renfermer en vous-même. Parce que cela ne mérite pas d'être partagé. Parce que personne ne peut vous donner le prix élevé que vous mettez à votre confiance. Personne n'est assez riche pour l'acheter. Personne n'a l'honneur, l'intelligence, le pouvoir que vous demandez dans votre conseiller. Il n'y a pas en Angleterre une épaule sur laquelle vous voudriez appuyer votre main. Bien moins encore une poitrine sur laquelle vous voudriez reposer votre tête. C'est pourquoi vous devez vivre seul. Je puis vivre seul si c'est nécessaire, mais la question n'est pas de savoir comment vivre, mais comment mourir seul. Cette idée m'apparaît sous les couleurs les plus tristes. Vous appréhendez les effets du virus, vous pensez à une menace indéfinie, à un terrible sort. Elle s'inclina. Vous êtes très nerveuse et très peureuse. Vous me complimentiez, il y a 2 minutes, sur ma fermeté. Vous êtes peureuse. Si toute cette affaire était froidement examinée et discutée, je suis sûre qu'il serait démontré que vous n'êtes nullement en danger de mourir. Amen. Je tiens beaucoup à vivre, s'il plaît à Dieu. J'ai trouvé la vie douce. Comment pourrait-elle être pour vous autrement que douce, avec vos avantages et votre nature,
Est-ce que vraiment vous vous attendez à être saisi d'hydrophobie et à mourir enragé? Je l'ai attendu, et je l'ai craint. Maintenant je ne crains rien. Ni moi, d'après votre récit. Je doute que la plus faible parcelle de virus se soit mêlée à votre sang. Et quand cela serait, laissez-moi vous assurer que jeune, pleine de santé et douée d'une constitution saine comme vous l'êtes, aucun mal ne s'ensuivrait. Au reste, je m'assurerai si la chienne était bien réellement enragée. Je soutiens qu'elle ne l'était pas. Ne dites à personne qu'elle m'a mordu. Pourquoi en parlerais-je, lorsque je crois cette morsure aussi innocente qu'une coupure de ce canif? Tranquillisez-vous. Je suis tranquille, moi, quoique j'attache à votre vie autant de prix qu'à ma part de bonheur dans l'éternité. Regardez en haut. Pourquoi, monsieur Moore? Je désire voir si vous êtes gai. Mettez de côté votre travail. Levez la tête. Voilà. Regardez-moi. Merci. Et le nuage est-il dissipé? Je ne crains rien. Est-ce que votre esprit a repris sa charmante gaieté naturelle? Je suis très contente. Mais j'ai besoin de votre promesse. Parlez. Vous savez que, si le malheur que j'ai craint vient à arriver, ils m'étoufferont. Vous n'avez pas besoin de sourire. Ils le feront. Ils le font toujours. Mon oncle sera rempli d'horreur, de faiblesse, de précipitation. Et c'est le seul expédient qui se présentera d'abord à lui. Personne, à la maison, n'aura du sang-froid, excepté vous. Promettez-moi de m'assister, de tenir M. Simpson éloigné de moi, de ne pas laisser approcher Henry, de peur que je ne lui fasse du mal. Souvenez-vous que vous devez faire aussi attention à vous. Mais je ne vous ferai pas de mal. Je le sais. Fermez la porte aux médecins. Mettez-les dehors s'ils entrent. Ne permettez ni aux jeunes, ni au vieux McTurk de me toucher du doigt, ni à M. Graves, leur collègue. Et enfin, si je deviens dangereuse, avec votre propre main, administrez-moi un puissant narcotique, une dose de laudanum suffisante pour me faire dormir du dernier sommeil. Promettez-moi de faire cela. Moore quitta son bureau et se permit la récréation de 2 ou 3 tours à travers la chambre. S'arrêtant derrière la chaise de Shirley, il se pencha sur elle et dit d'une voix creuse et emphatique: « Je promets tout ce que vous me demandez, sans commentaire, sans réserve. Si l'assistance d'une femme est nécessaire, appelez ma femme de charge, Mistress Gill. Laissez-la m'ensevelir si je meurs. Elle m'est attachée. Elle m'a trompée bien des fois, je lui ai pardonné. Maintenant elle m'aime. Et ne me ferait pas tort d'une épingle. Ma confiance l'a rendue dévouée. Aujourd'hui, je puis à la fois compter sur son intégrité, son courage et son affection. Appelez-la. Mais tenez ma tante et mes timides cousines loin de moi. Une fois encore, promettez. Je promets. C'est très bien à vous, dit-elle, levant sur lui les yeux comme il se penchait au-dessus d'elle en souriant. Est-ce bien? Cela vous console-t-il? Beaucoup. Nous serons avec vous, moi et Mistress Gill seulement, dans toute extrémité où le calme et la fidélité seront nécessaires. Aucune main précipitée et timide n'interviendra. Cependant, vous me croyez puéril? Oui. Ah, vous me méprisez. Méprisons-nous les enfants. Dans le fait, je ne suis pas si forte, et je n'ai pas de ma force tant d'orgueil qu'on le croit, monsieur Moore. Je ne suis pas non plus si dédaigneuse de sympathie, mais lorsque j'ai quelque chagrin, je crains de le communiquer à ceux que j'aime, de peur de les affliger, et avec ceux que je vois avec indifférence, je ne puis condescendre à me plaindre. Après tout, vous ne devez pas tant me railler d'être puéril, car si vous étiez aussi malheureux que je l'ai été pendant ces 3 dernières semaines, vous aussi sentiriez le besoin d'un ami.
Nous éprouvons tous le besoin d'un ami, n'est-ce pas? Tous ceux de nous, du moins, qui ont quelque chose de bon dans leur nature. Eh bien, vous avez Caroline Elstone. Oui. Et vous avez Monsieur Hall. Oui. Mistress Prior est une sage et bonne femme. Elle peut vous conseiller lorsque vous avez besoin de conseils. Vous avez votre frère Robert. Pour les défaillances de la main droite, vous pouvez vous appuyer sur le révérend Matthewson Elstone, maître S.R. Pour celle de la main gauche, il y a Hiram York. Tous deux vous rendent leurs hommages. Je n'ai jamais vu Mistress York avoir pour un jeune homme des intentions aussi maternelles qu'elle en a pour vous. Je ne sais comment vous avez gagné son cœur, mais elle est plus affectueuse pour vous que pour ses propres fils. Vous avez en outre votre sœur Hortense. Il paraît que nous sommes tous deux bien pourvus. Il le paraît. Combien nous devons être reconnaissants. Oui. Et contents. Oui. Pour ma part, je suis presque satisfait en ce moment, et très reconnaissant. La gratitude est une émotion divine. Elle remplit le cœur, mais non jusqu'à le rompre. Elle l'échauffe, mais non jusqu'à lui donner la fièvre. J'aime à goûter à loisir la félicité. Dévorée à la hâte, je ne puis apprécier sa saveur. Appuyé sur le dessus de la chaise de Miss Kildare, Moore surveillait la rapide motion de ses doigts, sous lesquels croissait la guirlande verte et pourpre. Après une pause prolongée, il demanda de nouveau. « Est-ce que l'ombre est entièrement dissipée ?»« Entièrement. L'état dans lequel j'étais il y a 2 heures et celui dans lequel je me trouve en ce moment sont 2 existences toutes différentes. Je crois, monsieur Moore, que les chagrins et craintes nourris dans le silence croissent comme des enfants de titans. Vous n'entretiendrez plus ces sentiments en silence. Non, si j'ose parler. En vous servant de ce mot oser, à qui faites-vous allusion? À vous. Comment est-il applicable à moi? À cause de votre austérité et de votre réserve. Pourquoi suis-je austère et réservée? Parce que vous êtes fier. Pourquoi suis-je fier? J'aimerais à le savoir. Seriez-vous assez bon pour me le dire? Peut-être parce que je suis pauvre. C'est une raison. La pauvreté et la fierté marchent souvent de compagnie. Voilà une fort jolie raison. Je serais charmée d'en découvrir une autre qui puisse apparier avec elle. Complétez la paire, monsieur Moore. Immédiatement. Que penseriez-vous de marier la sage pauvreté avec le caprice aux 1000 nuances? Êtes-vous capricieux? Vous l'êtes. Calomnie. Je suis ferme comme un roc, fixe comme l'étoile polaire. Il m'arrive quelquefois de regarder en haut, aux premières heures du jour, et j'aperçois un beau et parfait arc-en-ciel brillant de promesses, mesurant glorieusement le firmament nuageux de la vie. 1 heure après, je regarde encore. La moitié de l'arc a disparu, et le reste a perdu ses vives couleurs. Plus tard encore, le sombre firmament nie avoir jamais revêtu un si doux symbole d'espérance. Eh bien, monsieur Moore, vous devriez lutter contre ces changeantes humeurs. Elles sont votre défaut capital. On ne sait jamais comment vous prendre. Miss Kildare, j'ai eu autrefois, pendant 2 ans, une élève qui me devint bien chère. Henri m'est chère, mais elle m'était plus chère encore. Henri ne me donne jamais de tourments. Elle m'en donnait beaucoup. Je crois qu'elle me tourmentait 23 heures sur 24. Elle n'était jamais avec vous plus de 3 heures, ou au plus 6 chaque jour. Quelquefois, elle renversait le thé qui était dans ma tasse et dérobait les mets qui étaient dans mon assiette. Et quand elle m'avait tenue à la diète tout un jour, et cela me convient peu, car j'ai coutume de savourer mes repas avec un plaisir raisonnable et d'attacher une certaine importance à la réparation des forces de la créature, je le sais. Je puis dire quelle sorte de dîner vous aimez le mieux. Je connais les plats que vous préférez. Elle me dérobait ses plats savoureux et se moquait de moi par-dessus le marché. J'aime à bien dormir. Dans mes jours tranquilles, quand j'étais moi-même, je ne maudissais jamais la nuit pour sa langueur, ni ma couche pour ses épines.
Elle a changé tout cela. « Monsieur Moore !» Et m'ayant ravi le pain de l'esprit et le confort de ma vie, elle me ravit encore sa présence. Elle me quitta froidement, absolument, comme si elle eût pensé qu'elle partie, le monde demeurait pour moi le même qu'auparavant. Je savais que je devrais la revoir quelquefois. Au bout de 2 ans, il arriva que nous nous rencontrâmes de nouveau sous son propre toit, où elle était maîtresse. Comment pensez-vous qu'elle se conduisit envers moi, Miss Kildare? Comme une personne qui avait bien profité des leçons qu'elle avait apprises de vous. Elle me reçut avec hauteur. Elle mesura entre nous un large espace et me tint à distance par le geste réservé, le regard rare et froid, la parole strictement polie. Elle se montrait excellente élève. Vous ayant vue si réservée, elle avait appris à l'être. Admirez, je vous prie, dans sa hauteur, un sensible progrès sur votre propre froideur. Ma conscience, mon honneur et les plus despotiques nécessités m'éloignaient d'elle et me retenaient par leur chaîne pesante. Elle était libre. Elle eût pu se montrer compatissante. Non pas libre de compromettre sa dignité personnelle, de chercher celui qui l'évitait. Puis elle fut inconséquente. Je vis bientôt se renouveler mon supplice de Tantale. Lorsque je croyais avoir pris sur moi assez d'empire pour ne la considérer que comme une hautaine étrangère, elle me montrait tout à coup un éclair de simplicité si aimante. Elle me réchauffait avec un rayon de si vivifiante sympathie. Elle me réjouissait avec une conversation si aimable, si gaie, si bienveillante, que je ne pouvais pas plus interdire à son image l'entrée de mon cœur qu'à sa personne, l'entrée de cette chambre. Expliquez-moi pourquoi elle se plaisait à me rendre ainsi malheureux. Elle ne pouvait supporter d'être tout à fait exilée. Puis il lui arrivait quelquefois de penser, par un jour froid et humide, que la salle d'études n'était pas un endroit très gai, et elle se croyait alors tenue d'aller voir si vous et Henri entreteniez un bon feu. Et une fois là, elle aimait à rester. Mais elle ne devrait pas être changeante. Si elle est venue une fois, elle devrait venir plus souvent. Cela pourrait passer pour de l'intrusion. Demain, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas. Et vous, serez-vous le même? Je ne suis pas fou. Très noble Bérénice, nous pouvons donner un jour au rêve, mais le lendemain nous savons nous éveiller. Et je m'éveillerai à propos le matin où vous serez mariée à Sir Philip Nunneley. Le feu brille sur vous et moi, et réfléchit très clairement nos images dans la glace, Miss Kildare. J'ai regardé ce tableau pendant tout le temps que j'ai parlé. Voyez, quelle différence entre votre tête et la mienne. Je parais vieux, bien que je n'aie que 30 ans. Vous êtes si grave, vous avez un front si carré, et votre visage est pâle. Je ne vous considère jamais comme un jeune homme, ni comme le cadet de Robert. Vraiment, je ne le pensais pas. Imaginez-vous la figure bien coupée et belle de Robert, regardant par-dessus mon épaule. Est-ce que cette apparition ne fait pas vivement ressortir la lourdeur obtuse de mes traits? Ah! Il tressaille. Depuis une demi-heure, je m'attendais à entendre vibrer ce fil d'Archal. La cloche du dîner sonna, et Shirley se leva. « Monsieur Moore, dit-elle, en rassemblant ses fils de soie, avez-vous su récemment des nouvelles de votre frère? Savez-vous pourquoi il demeure si longtemps à Londres? Parle-t-il de revenir? » Il parle de revenir, mais je ne puis dire ce qui a été cause de sa longue absence. À dire vrai, je pensais que personne dans le Yorkshire ne savait mieux que vous pourquoi il avait de la répugnance à revenir. Une vive rougeur passa sur le visage de Miss Kildare. « Écrivez-lui, et pressez-le de hâter son retour, » dit-elle. « Je sais qu'il n'y a pas d'inconvénient à prolonger si longtemps son absence. Il est bon de laisser chômer la fabrique quand le commerce va si mal. Mais il ne doit pas abandonner le comté. » « Je sais, » dit Louis, « qu'il eut une entrevue avec vous le soir avant son départ, et je le vis ensuite quitter Fieldhead. Je lus sur son visage, où j'essayais d'y lire. Il se détourna de moi. Je devinai qu'il serait longtemps absent. Certains jolis doigts effilés
ont une merveilleuse habileté pour pulvériser le fragile orgueil d'un homme. Je suppose que Robert a mis trop de confiance dans sa beauté mâle et dans sa noblesse native. Plus heureux sont ceux qui, destitués davantage, ne peuvent se bercer d'illusions. Mais je lui écrirai, en lui disant que vous conseillez son retour. Ne lui dites pas que je lui conseille de revenir, mais que son retour est prudent. Un second coup de sonnette se fit entendre, et Miss Kildare obéit à son appel. Chapitre 4. Louis Moore. Louis Moore était accoutumé à une vie tranquille. Homme calme, il l'endurait mieux que beaucoup d'autres ne l'eussent fait. Ayant sa tête et son cœur peuplés d'un monde à lui, il tolérait très patiemment la captivité dans un coin étroit et tranquille du monde réel. Comme Fieldhead est paisible ce soir, Miss Kildare, la famille entière des Simpson, même Henry, tous, excepté Moore, sont allés à Nunneley. Sir Philip a désiré leur visite. Il a voulu leur faire la connaissance de sa mère et de ses sœurs, qui sont en ce moment au prieuré. Le baronnet, en aimable gentleman qu'il est, a aussi invité le précepteur. Mais le précepteur eut plutôt engagé sa parole avec le fantôme du comte de Huntington de le rencontrer au milieu du cercle de ses joyeux compagnons, sous la voûte des plus épais, des plus noirs, des plus vieux chênes de la forêt de Nunneley. Il eût plutôt donné rendez-vous au fantôme d'une abbesse ou d'une pâle nonne, au milieu des humides et herbeuses reliques de leur sanctuaire en ruine, qui tombe en poussière au cœur de la forêt. Louis Moore désire avoir quelque chose auprès de lui ce soir. Mais ce n'est point le petit baronnet, ni sa bienfaisante mais sévère mère, ni ses sœurs patriciennes, ni une seule âme de la famille des Simpson. La nuit n'est pas calme. L'équinoxe agite encore ses orages. Les pluies torrentielles du jour ont cessé. Les nuages se séparent et disparaissent du ciel, non pas en laissant derrière eux une mer de saphir, mais chassés par une continuelle et bruyante tempête. La lune règne glorieuse, jouissant de la tempête comme si elle s'abandonnait avec amour à ses premières caresses. Nul Endymion n'épiera ce soir sa déesse. Il n'y a pas de troupeau sur les montagnes, et elle fait bien ce soir d'accueillir Éole. Assis dans la salle d'études, Moore entendait l'orage rugir autour du pavillon opposé et le long de la façade du manoir. Le côté où il se trouvait était abrité, mais il ne tenait ni au silence ni à l'abri. « Tous les appartements sont vides, » dit-il. « Cette cellule me donne mal au cœur. » Il la quitta et s'en fut où les fenêtres, plus larges et plus dégagées que l'ouverture treillagée de branches de sa chambre, laissaient librement voir le bleu sombre du ciel de cette orageuse nuit d'automne. Il ne porta aucune lumière. Il n'avait besoin ni de lampe ni de feu. La clarté pleine de la lune, quoique obscurcie de temps à autre par les nuages, brillait sur le parquet et sur les murs. Moore erre par tous les appartements. Il semble poursuivre un fantôme de chambre en chambre. Il s'arrête dans le parloir aux boiseries de chêne. Celui-ci n'est pas humide et sans feu, comme le salon. Le foyer est chaud et rouge. On entend bruire les cendres dans ce brasier vif et clair. Près de la cheminée est une petite table à ouvrage sur laquelle est placé un pupitre. Une chaise est auprès. Est-ce que la vision que Moore a poursuivie occupe cette chaise ? On le penserait, en le voyant debout auprès de ce siège. Il y a dans son regard autant d'intérêt, sur son visage autant d'expression, que si dans cette solitude il avait trouvé un être vivant auquel il serait sur le point d'adresser la parole. Il fait des découvertes. Un sac, un petit sac de satin, est suspendu au dossier de la chaise. Le pupitre est ouvert, les clés sont dans la serrure. Un joli cachet, une plume d'argent, une ou deux baies de fruits mûrs sur une feuille verte, un gant petit, propre et délicat, sont épars sur un guéridon, dans un désordre qui peut passer pour pittoresque. « Voilà ces traces, » dit-il. L'insouciante enchanteresse. Appelée ailleurs, elle est sortie à la hâte et a oublié de revenir mettre toutes choses en ordre. Pourquoi laisse-t-elle la fascination dans l'empreinte de ses pas ? D'où a-t-elle reçu le don d'être étourdie sans jamais offenser ? Il y a toujours quelque chose à réprimander en elle, mais la réprimande ne pèse jamais sur le cœur.
Et pour son mari, après qu'elle se sera répandue en paroles, elle viendra naturellement expirer sur ses lèvres en un baiser. Il vaut mieux passer 1 heure à lui faire des remontrances qu'un jour à admirer ou à louer toute autre femme. Mais que dis-je? À quel soliloque me laissai-je entraîner? Il se tut. Il demeura quelques instants pensif, puis il s'occupa de s'arranger commodément pour la soirée. Il tira le rideau sur la large fenêtre du salon, dont il interdit ainsi l'entrée à la reine des nuits, à sa cour et à ses légions étoilées. Il alimenta le feu, chaud encore, mais qui se consumait rapidement. Il alluma une des 2 chandelles qui étaient devant lui. Il plaça une seconde chaise en face de celle qui était près de la table et s'assit. Il tira ensuite de sa poche un petit livre de papier blanc, puis une plume, et il se mit à écrire d'une écriture mal formée et compacte. Approchez, lecteur, ne soyez pas timide, regardez sans crainte par-dessus son épaule, et lisez à mesure qu'il écrit. Il est 9 heures. La voiture ne reviendra pas avant 11 heures, j'en suis certain. Jusqu'alors, je suis libre. Jusqu'alors, je peux occuper sa chambre, m'asseoir en face de sa chaise, appuyer mon coude sur sa table, avoir autour de moi ces charmants petits objets qui me la rappellent. J'aimais autrefois la solitude. Je me la représentais comme une belle nymphe calme et sérieuse, une oréade descendant vers moi du haut des montagnes désertes, avec quelque chose du brouillard bleu des collines dans sa parure et de leur soufre rafraîchissant dans son haleine, mais aussi beaucoup de leur solennelle beauté dans son air. Je pouvais la courtiser avec sérénité, et m'imaginer que j'éprouvais du soulagement à la presser sur mon cœur, muette mais majestueuse. Depuis ce jour où j'appelais S à moi dans la salle d'études et qu'elle vint s'asseoir à mes côtés, depuis ce jour où elle m'ouvrit le trouble de son esprit, demanda ma protection, fit appel à ma force, depuis ce jour, j'abhorre la solitude. Froide abstraction, squelette décharné, fille, mère, compagne de la mort. Il est doux d'écrire sur l'objet qui m'est plus cher que mon cœur. Nul ne peut me priver de ce petit livre, et au moyen de cette plume, je puis lui dire ce que je n'oserais dire à aucun être vivant, ce que je n'ose même penser tout haut. Nous nous sommes rarement rencontrés l'un l'autre depuis ce soir-là. Une fois, lorsque je me trouvais seule dans le salon, cherchant un livre d'Henri, elle entra, habillée pour un concert qui avait lieu à Stilbro. Sa fausse honte, non la mienne, tira entre nous un voile argenté. J'ai beaucoup entendu parler de la modestie virginale, renfermée dans de justes limites. Cette vertu est parfaitement qualifiée par ces 2 mots. Lorsqu'elle a passé devant la fenêtre, après m'avoir tacitement mais gracieusement reconnue, elle est apparue à mon esprit, comme la Vierge sans tache. Une délicate splendeur l'environnait, et sa modestie de jeune fille était son auréole. Je peux être le plus fat, comme je suis le plus laid d'entre les hommes, mais en vérité, cette timidité de sa part m'a touchée d'une façon exquise. Elle a flatté mes plus douces sensations. Je devais paraître un stupide lourdeau. J'éprouvais les délices du paradis lorsqu'elle baissait son regard devant le mien et détournait doucement la tête pour cacher la rougeur de son visage. Je sais que ceci est la causerie d'un rêveur, l'extase d'un fou romantique. Oui, je rêve. Je veux rêver de temps à autre. Et si elle a mis du roman dans ma prosaïque nature, qu'y puis-je faire? Quel enfant elle se montre quelquefois! Quelle primitive et innocente créature! Il me semble la voir me regarder dans les yeux, et me conjurer de les empêcher de l'étouffer, d'être ferme et de lui donner un violent narcotique. Je l'entends me confesser qu'elle n'était ni si indépendante, ni si indifférente à la sympathie qu'on le pensait. Je vois la larme furtive tomber de ses cils. Elle m'a dit que je la croyais enfant, et c'est vrai. Elle s'imaginait que je la méprisais. La mépriser? J'éprouvais un indicible ravissement à me sentir à la fois près d'elle et au-dessus d'elle, à penser au droit naturel et au pouvoir que j'avais de la protéger, comme un mari protégerait sa femme. J'adore ses perfections, mais ce sont ses défauts, ou au moins ses faiblesses, qui font que je l'attire à moi,
que je la place dans mon cœur, que je l'environne de mon amour, et cela pour la plus égoïste, pour la plus profondément naturelle des raisons. Ses défauts sont les degrés par lesquels je m'élève au-dessus d'elle, et si elle se dressait comme un retranchement artificiel, uni et sans aspérité, quelle prise donnerait-elle aux pieds? Elle est comme la colline naturelle, avec ses crevasses moussues et ses creux, dont l'inclinaison invite à l'escalade, dont on a plaisir à gagner le sommet. Mais je quitte la métaphore. Mes yeux se délectent à sa vue. Elle me plaît. Si j'étais roi et elle, la servante chargée de balayer les escaliers de mon palais, à travers la distance qui nous séparerait, mon œil reconnaîtrait ses qualités. Mon cœur battrait pour elle, malgré l'abîme ouvert entre nous. Si j'étais un gentleman et qu'elle fût ma domestique, je ne pourrais m'empêcher d'aimer cette Shirley. Vous lui enlèveriez l'éducation, la parure, les somptueux vêtements, et tous ses avantages extérieurs. Vous lui ôteriez toute grâce, à l'exception de celle que la belle proportion de ses formes rend inévitable. Vous me la présenteriez à la porte d'une chaumière, dans une robe grossière, m'offrant un verre d'eau avec ce sourire. Cette chaude bienveillance, avec lesquelles elle pratique maintenant l'hospitalité dans son manoir, que je l'aimerais. J'aimerais à demeurer 1 heure à causer avec elle. Je n'éprouverais pas la même impression que maintenant. Je ne trouverais en elle rien de divin. Mais toutes les fois que je rencontrerais la jeune paysanne, ce serait avec plaisir. Je ne la quitterais qu'avec regret. Quelle coupable négligence de laisser ainsi ouvert son pupitre, dans lequel je sais qu'il y a de l'argent. À cette serrure pendent les clés de tous ses meubles, celles même de la cassette qui renferme ses joyaux. Il y a une bourse dans ce sac de satin. Je vois pendre au dehors les glands d'argent. Ce spectacle mettrait en colère mon frère Robert. Toutes ces petites faiblesses, je le sais, seraient pour lui une source d'irritation. Si elle me vexe, c'est de la plus agréable vexation. Je me plais à la trouver en défaut, et si je demeurais toujours avec elle, je sais qu'elle ne serait pas avare de se prêter à cette satisfaction. Elle donnerait assurément quelque chose à faire, à redresser, un thème pour mes mercuriales de précepteurs. Jamais je ne réprimande Henri. Jamais je ne me sens disposée à le faire. S'il fait mal, et c'est très rare, pauvre excellent garçon, un mot suffit. Souvent, je ne fais même autre chose que de secouer la tête. Mais aussitôt que son minois mutin rencontre mon œil, les mots grondeurs se multiplient sur mes lèvres. D'homme taciturne, je crois qu'elle me transforme en parleur. D'où vient le plaisir que je prends à cette causerie et qui m'étonne quelquefois? Plus son humeur est fière, méchante, taquine, plus elle me donne occasion de désapprouver, plus je la recherche et plus je l'aime. Jamais elle n'est plus sauvage que lorsqu'elle est revêtue de son habit et de son chapeau d'Amazone. Jamais elle n'est moins traitable que lorsque, montée sur Zoé, elle revient de courir avec le vent sur les montagnes. Et cependant, je l'avoue, je le confesse ici à cette page muette, il m'est arrivé d'attendre 1 heure dans la cour la chance d'être témoin de son retour, et celle, plus chère, de la recevoir dans mes bras, en descendant de la selle. J'ai remarqué, c'est encore à cette page seulement que je veux confier cette remarque, qu'elle ne veut permettre à aucun autre que moi de lui prêter cette assistance. Je l'ai vue décliner poliment l'aide de sir Philip Nunneley. Elle est toujours extrêmement aimable avec le jeune baronnet, remplie d'égards pour ses sentiments, voire même pour son mesquin amour-propre. Je l'ai vue rejeter d'une façon hautaine ceux de M. Sam Wine. Maintenant je sais, mon cœur le sait, car il l'a senti, qu'elle s'abandonne à moi sans aversion. C'est elle combien j'éprouve de joie à mettre ma force à son service. Je ne suis pas son esclave, je le déclare, mais mes facultés sont attirées vers sa beauté, comme les génies vers le rayonnement de la lampe. Tout mon savoir, toute ma prudence, tout mon calme et toute ma force sont debout devant elle, attendant humblement une tâche. Quel bonheur ils éprouvent lorsque vient un ordre, avec quelle joie ils se mettent au labeur qu'elle leur assigne. C'est-elle cela? Je l'ai appelée nonchalante. Il est remarquable que sa nonchalance ne compromette jamais son élégance. Et c'est vraiment par cette brèche de son caractère que l'on peut s'assurer de la réalité,
de la profondeur, de la pureté de cette élégance. Un vêtement complet couvre quelquefois la maigreur et la difformité, tandis qu'une manche déchirée peut révéler un bras ravissant. J'ai tenu dans mes mains beaucoup d'objets lui appartenant, parce qu'elle les laisse souvent traîner. Je n'ai jamais rien vu qui n'annonçât la lady, jamais rien de sordide, rien de souillé. Dans un sens, elle est aussi scrupuleuse que dans un autre, elle est imprudente. Elle serait paysanne, qu'elle serait toujours élégante et propre. Voyez la pureté de ce petit gant, la fraîcheur du satin de ce sac. Quelle différence entre Shirley et cette perle de Caroline Helstone. Caroline, je m'imagine, est l'âme de la consciencieuse ponctualité et de la scrupuleuse exactitude. Elle conviendrait parfaitement aux habitudes domestiques d'un certain frère à moi. Elle est si délicate, si adroite, si recherchée, si prompte, si calme. Avec elle, tout est fait à la minute, tout est tiré au cordeau. Elle conviendrait à Robert. Mais que pourrais-je faire de quelque chose de si parfait ? Elle est mon égale, pauvre comme moi. Elle est certainement jolie, une petite tête de Raphaël, raphaëlesque par les traits, mais tout anglaise par l'expression, tout insulaire par la grâce et la pureté. Mais où y a-t-il là quelque chose à endurer, quelque chose à réprimander ? Comme le lys dans la vallée, elle est incolore, mais n'a pas besoin de couleur. Quel changement pourrait ajouter à ses perfections ? Quel pinceau oserait toucher à cette fleur ? Ma bien-aimée, si jamais j'en ai une, doit avoir une plus grande affinité avec la rose, dont le parfum doux et pénétrant est entouré d'épines. Ma femme, si jamais je me marie, doit stimuler de temps à autre ma grande nature avec un aiguillon. Elle doit fournir de l'exercice à la patience inébranlable de son mari. Je n'ai pas été fait si endurant pour être apparié avec un agneau. Je trouverais une responsabilité plus convenable à ma nature dans la charge d'une jeune lionne ou d'une panthère. Je n'aime, parmi les choses douces, que celles qui aussi sont piquantes, parmi les choses brillantes, que celles qui aussi, quelquefois, ne le sont pas. J'aime le jour d'été, dont le soleil fait rougir les fruits et blanchir le blé. La beauté n'est jamais plus belle que quand, si je l'attaque, elle riposte avec courage. La fascination n'est jamais plus complète que quand, excitée et à moitié irritée, elle menace de se transformer en furie. Je serai bientôt fatiguée, je le crains, de la muette et monotone innocence de l'agneau. Avant peu, la jeune colombe qui ne serait jamais agitée dans mon sein me deviendrait importune, mais ma patience se plairait à calmer les mouvements, à discipliner l'énergie de l'impatient émerillon, et ma force à dompter les instincts de l'indomptable bête fauve. Oh, mon élève, oh, péri, trop turbulente pour le ciel, trop innocente pour l'enfer, ne pourrais-je donc jamais que te voir, t'adorer, te désirer ? Hélas, sachant que je pourrais te rendre heureuse, serais-je condamnée à te voir en la possession de ceux qui n'ont pas ce pouvoir ? Quelque douce que soit la main, si elle est faible, elle ne peut plier Shirley, et elle doit être pliée. Elle ne la peut courber, et il faut qu'elle soit courbée. Prenez garde, sir Philip Nunneley. Lorsque vous marchez ou que vous êtes assis à son côté, je ne l'observe jamais. Les lèvres comprimées et le front ridé, endurant résolument quelques traits de votre caractère qu'elle n'aime ni n'admire, supportant avec détermination quelques faiblesses qu'elle croit compensées par une vertu, mais qui la chagrine en dépit de cette croyance. Je ne remarque jamais le grave éclat de son visage, le sévère éclair de son œil, le léger frisson de tout son corps lorsque vous vous approchez trop près d'elle, la regardez avec trop d'expression ou lui parlez trop chaleureusement. Je ne vois jamais ces choses sans penser à la fable de Sémélé renversé. Ce n'est pas la fille de Cadmus que je vois. Je ne m'imagine point son fatal désir de voir Jupiter dans sa majesté divine. C'est un prêtre de Junon qui est là devant moi, veillant tard et seul auprès d'un autel dans un temple argien. Pendant les longues années de son ministère solitaire, il a vécu dans les rêves. Il est possédé d'une divine fureur. Il aime l'idole qu'il sert et prie jour et nuit que sa passion est un aliment et que la déesse aux yeux de bœuf veuille sourire à son adorateur. Elle a entendu. Elle se montrera propice. Argos est toute plongée dans le sommeil. Les portes du temple sont fermées. Le prêtre attend à l'autel.
Une secousse du ciel et de la terre se fait sentir, non à la ville endormie, mais seulement à ce solitaire surveillant, brave et inébranlable sous son fanatisme. Au milieu du silence, sans bruit précurseur, il est tout à coup enveloppé d'une lumière soudaine. Par le toit, à travers la vaste et béante déchirure de l'espace éthéré, embrasé par les éclairs, il voit s'opérer une merveilleuse descente, terrible comme la chute des étoiles. Il a ce qu'il demandait. Retire-toi, cesse de me regarder, je suis aveuglé. J'entends dans ce temple un son inexprimable, plût au ciel que je ne l'entendisse point. Une gloire dont je ne puis tolérer l'éclat terrible brûle entre les piliers. Dieu, arrachez-moi à ce supplice, s'écrie-t-il. Un pieux argien entre, pour faire une offrande matinale, dès la froide aurore. Il y a eu du tonnerre dans la nuit. La foudre est tombée sur le temple. L'autel est réduit en poussière. Le pavé de marbre qui l'environnait est fendu et noirci. La statue de la fille de Saturne s'élève, chaste, grande, intacte. À ses pieds gisent des cendres pâles. Il n'y a plus de prêtre. Celui qui veillait ne reparaîtra plus. Voici la voiture. Fermons le pupitre et gardons les clés. Elle les cherchera demain matin. Il faudra qu'elle vienne auprès de moi. Je l'entends. Monsieur Moore, avez-vous vu mes clés ? Ainsi dira-t-elle de sa voix claire, parlant avec répugnance et paraissant honteuse à l'idée que c'est la 20e fois qu'elle me fait la même question. Je veux la retenir avec moi, dans le doute et l'attente, et quand je lui restituerai ses objets, ce ne sera pas sans une mercuriale. Voici aussi le sac et la bourse, les gants, la plume, le cachet. Il faut qu'elle me les arrache lentement et séparément, seulement par la confession, la pénitence, l'exhortation. Je ne peux jamais toucher sa main, ou une boucle de ses cheveux, ou un ruban de sa toilette, mais je me ferai des privilèges. Chaque trait de son visage, ses yeux brillants, ses lèvres, passeront pour mon plaisir par tous les changements qu'ils connaissent. Ils déploieront toutes les exquises variétés de regards et d'expressions, pour me réjouir, me pénétrer, et peut-être m'enchaîner. Si je veux être son esclave, je ne veux pas perdre ma liberté pour rien. Il ferma le pupitre, mit tous les objets dans sa poche, et se retira. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Donc on attaque fort la partie 2. Pour ceux qui veulent savoir, on est à 59% de la deuxième partie. La deuxième moitié qui est une plus petite moitié, il me semble. Il n'y a que 12 chapitres, alors que dans la première, il y en avait 24. Il y avait plus de pages aussi. Et alors, je m'excuse du coup pour le deuxième chapitre. Il y a mes chatons qui faisaient pas mal de bruit, donc j'ai été pas mal interrompue. Donc vous avez dû pouvoir entendre un petit peu qu'ils jouaient en fait dans la pièce, parce que sous la banquette derrière moi, j'ai des trucs, ils farfouillaient là-dedans parce qu'ils avaient dû planquer un truc. Donc j'ai coupé les fois où je râlais, où je les ai virés, mais il y a dû avoir un petit peu de bruit. Et on n'est pas dans un vrai studio, hein. Donc, tout ça pour dire qu'on a lu chapitres 3 et 4 de la partie 2. Il reste, d'après mes calculs, comme je vais les lire 2 par 2, il va rester 4 dimanches pour finir Shirley. Je trouve toujours ça très long, mais le truc que je trouve cool, c'est qu'on a accès à une intériorité au sujet des personnages. Donc là, c'était surtout Shirley et Louis. Et déjà, je trouvais que dans les chapitres précédents, on sentait beaucoup de tension entre eux. Pas tension dans le sens qu'ils n'étaient pas en colère l'un contre l'autre, mais plus une espèce... Pas vraiment une tension sexuelle non plus. Je pense qu'il y a de l'attirance, mais je pense surtout qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre, et que malheureusement, à voir s'ils vont dépasser ce truc-là, malheureusement, leurs conditions, leur situation
personnel, leur place dans la société les rend incompatibles. Parce qu'on a un homme qui n'est pas riche, on a une femme qui est riche, et on a sans doute une femme qui appartient... je sais pas si elle est si aristocrate que ça. J'ai un petit doute, mais enfin, il y a des terres, il y a de la fortune, et donc ça va pas aider à les mettre ensemble. Pourtant, à l'époque, il y avait par exemple des coureurs de dot, donc ça pouvait être des personnes de la noblesse désargentée ou des petits bourgeois ruinés ou des gens qui voulaient s'élever socialement aussi, et puis financièrement, parce que les femmes se marient mais ont une dot et un revenu régulier, donc on va dire un petit pactole et un revenu tous les mois, je présume. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même un très très fort attachement. Alors pour le coup de Shirley qui était malade, je me suis dit oh non, on va pas encore avoir quelqu'un de malade, parce que on a eu Caroline, que ça a duré quand même pas mal de temps, et je pense vraiment que c'était le fait d'avoir aucun retour de Robert. Je pense que en fait Caroline, elle est vraiment dans un amour, enfin elle idéalise Robert, elle a rien en retour de sa part, donc elle s'est laissée aller en fait. Et le fait d'avoir retrouvé sa mère, donc Madame Prior, Mistress Prior, ça l'a fait se raccrocher à la vie. Et on a eu aussi Louis Moore qui avait un bon gros rhume, enfin une petite grippette quoi, qui était couché. J'ai trouvé vache d'ailleurs la semaine dernière euh, avec Shirley qui voulait l'aider. Après, Shirley pouvait être un petit peu envahissante aussi sans doute. Mais là, je me suis dit, oh non, on va pas de nouveau avoir une fille qui est en train de mourir d'amour pour un homme qui ne lui donne rien en retour. Donc non. Alors j'espère vraiment très fort qu'elle s'est pas chopé la rage. Parce que même aujourd'hui, je pense qu'on est quasiment sur du 100% de mortalité, que ce soit chez un animal ou chez un humain. Il me semble en fait que de nos jours, si quelqu'un se fait croquer par un animal qui a la rage, il faut aller tout de suite à l'hôpital se faire traiter. Donc peut-être que là, avant l'apparition des symptômes, il y a peut-être moyen que, peut-être. Je sais qu'il y a une femme qui a survécu à la rage, peut-être bien une américaine, je sais plus exactement. Mais enfin bref, la rage, c'est une maladie qui est mortelle et puis qui est aisément transmissible. Alors, j'ai pas le souvenir, je m'étais renseignée un petit peu. Je sais pas pourquoi, des fois je fais des recherches à la con. Et je sais que l'agressivité, elle est du côté des animaux. On va avoir des animaux qui vont, selon le stade de la maladie où ils sont, c'est une maladie qui veut se reproduire, donc qui veut... je crois pas que c'est des parasites, je sais plus, mais ça affecte le cerveau et ça déclenche des agressivités et beaucoup de salivation. Et c'est par la morsure et la salivation que justement que la rage se transmet. Ce qui fait que si par exemple vous avez un animal enragé qui mange dans une gamelle et que les autres animaux mangent dans la même gamelle, ça craint. Il me semble bien. Il me semble. Et bref, oui, ça crée beaucoup de problèmes neurologiques, un excès de salivation. Euh, on peut avoir des animaux qui vont essayer de gober des mouches qui n'existent pas, qui vont aller s'attaquer, mordiller à des barreaux, à du grillage, à des cailloux, à n'importe quoi, qui sont super agressifs. Ce qui fait que... euh, je sais pas quand exactement, parce que je sais que de nos jours, si vous devez aller en Angleterre où il n'y a plus de rage, avec un animal, cet animal doit être en quarantaine, donc je sais plus exactement combien de temps, mais c'est vachement contrôlé. Comme en France, normalement, on n'a plus de rage, ce qui fait qu'au niveau de la douane, pour les animaux, il y a aussi il y a des contrôles. Je ne sais pas si la rage peut se détecter, par exemple, par une prise de sang. Si un animal, par exemple, a été mordu, je pense que la rage se déclenche pas tout de suite. Il me semble que ça peut arriver des jours, des semaines, peut-être des mois après. Il me semble. Je pense que ça peut être long.
Et peut-être là que Shirley, elle a eu le bon réflexe en se brûlant, parce qu'au final, elle est restée une vingtaine de minutes avec John, ses cousines sont rentrées, du coup, elle s'est fait mordre. Le gars a dit oui, bah, je cherche la chienne qui est enragée. Donc, Shirley, elle s'est affolée et avec les connaissances qu'elle avait de l'époque, elle s'est dit bon, bah, faut cautériser en gros. Donc, peut-être que le temps qu'elle rentre chez elle, qu'elle se brûle, peut-être que c'était suffisant. Parce que je crois que déjà à l'époque, au niveau se laver les mains avant une opération, tout ça, on l'avait pas trop. Elle parlait de virus, donc il devait y avoir déjà les premiers microscopes et compagnie où ils se rendaient compte qu'il y avait des petites choses qui pouvaient être méchantes. Mais je sais pas s'il y avait déjà le côté aseptisation, si c'est le bon terme. Donc je sais pas. J'espère quand même très fort qu'elle va pas crever parce que ça m'emmerderait, honnêtement. Alors le truc que j'ai apprécié, c'est que pourtant Shirley, ouais, je crois que de plus en plus, c'est une femme qui a une façade parce que c'est ce qu'on lui demande et que qu'elle va en fait qu'elle veut toujours faire bonne face, faire les choses comme il faut. Alors qu'en fait, je pense qu'elle a pas envie d'avoir les Simpsons chez elle. Elle a pas envie d'obéir à son oncle, ça elle lui a dit quand même bien clairement. Euh, je suis en train de me mélanger, je pense que c'était la semaine dernière ça. Et Shirley, elle a quand même une façade, tout comme Louis, mais Louis, il est plus dans la maîtrise de ses émotions, parce il a un tempérament qui est plus calme, alors que Shirley est emportée, quelqu'un d'emporté. Pas forcément de colérique, hein, mais quelqu'un de passionné qui... elle doit être un peu fatigante, Shirley, peut-être au quotidien. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et même si deux fois, elle peut être super maladroite, comme quand elle avait dit à Caroline à un moment que Caroline n'était pas jolie, alors que Louis dit bah si, Caroline elle est belle, hein. Caroline c'est une belle fille. Et là j'aime bien comment Louis aussi, à un moment il disait oui Caroline elle est trop parfaite pour être avec moi, moi ça me plairait pas. Donc on a un Louis qui aimerait être avec une femme imparfaite pour pouvoir en quelque sorte l'améliorer. Parce que Louis, il est tellement parfait, évidemment. Bon, il y a le côté un peu asymétrique des relations de l'époque, hein, où les hommes décident et les hommes ils savent et compagnie. Euh, mais ça m'a fait rire comment il ship, entre guillemets, Caroline et Robert. Que Robert, il a besoin du côté un peu rigide de Caroline, du côté tout est fait au cordeau et compagnie, alors que Louis, il s'ennuierait avec Caroline et que Louis, il préférait Shirley. Mais il aime tellement. Oh. Moi, j'avais surligné plein de trucs, j'ai envie de vous les relire. Je les ai partagés un petit peu sur Threads, donc j'espère que pour ceux qui me suivent, ça n'a pas... Je m'y attendais pas, moi, que Louis, qu'il se dévoile tant que ça. Au début, il y a qu'il a envoyé Henri. Donc, je précise aussi que dans ma version de e-book, des fois c'est Henri et des fois c'est Harry. Pourtant, c'est Henri depuis pas mal de temps. Donc, il a envoyé Henri chercher Shirley. Il écoute et tout ça, et il dit « Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas ? Comment accueillera-t-elle le message ? Naïvement ou avec dédain ? Comme une enfant ou comme une reine, ces deux caractères sont dans sa nature. » Je trouve ça super beau. Bon, il y avait pas mal de références littéraires que j'avais pas forcément. Il y avait Thalès Tris un moment, comme Thalès, le théorème de Thalès, mais avec Tris, T-R-I-S à la fin. Il y avait... Comment est-ce qu'il se chicane en fait ? Je pense que je pense que Shirley, pardon, elle a un coup de cœur pour Louis depuis un moment. Parce qu'il l'a eu 2 ou 3 ans euh, comme élève, entre guillemets. Donc je présume vers les 15-16 ans, quoi, jusqu'à 18-19, elle doit avoir une petite vingtaine là. Elle me dérobait ses plats savoureux et se moquait de moi par-dessus le marché. J'aime à bien dormir. Dans mes jours tranquilles, quand j'étais moi-même, je ne maudissais jamais la nuit pour sa longueur, ni ma couche pour ses épines. Elle a changé tout cela. Et m'ayant ravi le pain de l'esprit et le confort de ma vie,
Elle me ravit encore sa présence. Elle me quitta froidement, absolument, comme si elle eût pensé qu'elle partie, le monde demeurait pour moi le même qu'auparavant. Je savais que je devrais la revoir quelquefois. Au bout de 2 ans, il arriva que nous nous rencontrâmes de nouveau sous son propre toit, où elle était maîtresse. Et donc là, en fait, on avait une relation qui était déséquilibrée en faveur de Louis, qui était le précepteur et elle l'élève, et quand il la revoit, elle est maîtresse et lui est précepteur. Donc pour ceux qui m'écoutent qu'en audio, je suis en train de faire des gestes avec les mains pour dire là c'est en haut et puis là c'est en bas. Et qu'est-ce que j'avais repéré encore? J'adore ses perfections, mais ce sont ses défauts ou au moins ses faiblesses qui font que je l'attire à moi, que je la place dans mon cœur, que je l'environne de mon amour, et cela pour la plus égoïste, pour la plus profondément naturelle des raisons. Ces défauts sont les degrés par lesquels je m'élève au-dessus d'elle. Il parle pas de ses propres défauts. Je pense pas. Louis, il a l'air quand même d'être un personnage qui est équilibré et qui sait. Mais je pense qu'il se focalise sur les défauts de Shirley tout en n'évoquant pas ses défauts à lui, mais je pense pas qu'il se considère comme étant quelqu'un de parfait. Je pense pas. Ça a pas l'air d'être. Il a pas l'air d'être là-dedans. Mais je sais pas, je trouve ça charmant en fait. Je suis amoureuse, écoutez. J'avais repéré d'autres trucs aussi. Je vais peut-être tailler dedans. C'était aussitôt que son minois mutin rencontre mon œil, les mots grondeurs se multiplient sur mes lèvres. D'homme taciturne, je crois qu'elle me transforme en parleur. D'où vient le plaisir que je prends à cette causerie et qui m'étonne quelquefois? Plus son humeur est fière, méchante, taquine, plus elle me donne occasion de désapprouver, plus je la recherche et plus je l'aime. Jamais elle n'est plus sauvage que lorsqu'elle est revêtue de son habit et de son chapeau d'Amazone. Jamais elle n'est moins traitable que lorsque, montée sur Zoé, sa jument, elle revient de courir avec le vent sur les montagnes, et cependant, je l'avoue, je le confesse ici à cette page muette, il m'est arrivé d'attendre 1 heure dans la cour la chance d'être témoin de son retour, et celle plus chère, de la recevoir dans mes bras en descendant de la selle. J'ai remarqué, c'est encore à cette page seulement que je veux confier cette remarque, qu'elle ne veut permettre à aucun autre que moi de lui prêter cette assistance. Donc il dit qu'en gros, elle refuse ça à Philippe Donnelly, donc qui a l'air d'être plus ou moins son promis, et à Sam Wine aussi. Je sais plus exactement qui est Sam Wine. Je sais plus. Il y a pas mal de personnages. Je me demande si c'est pas Sam Wine et Mademoiselle Wine, si c'est pas le frère et la sœur qui vivent ensemble, là, qui sont... Ou je confonds avec Hall, je sais plus. Maintenant je sais, mon cœur le sait, car il l'a senti, qu'elle s'abandonne à moi sans aversion. Sait-elle combien j'éprouve de joie à mettre ma force à son service? Je ne suis pas son esclave, je le déclare, mais mes facultés sont attirées vers sa beauté comme les génies vers le rayonnement de la lampe. Tout mon savoir, toute ma prudence, tout mon calme et toute ma force sont debout devant elle, attendant humblement une tâche. Ma bien-aimée, si jamais j'en ai une, doit avoir une plus grande affinité avec la rose dont le parfum doux et pénétrant est entouré d'épines. Ma femme, si jamais je me marie, doit stimuler de temps à autre ma grande nature avec un aiguillon. Elle doit fournir de l'exercice à la patience inébranlable de son mari. Je n'ai pas été fait si endurant pour être appareillé avec un agneau, donc comme Caroline. Je trouverais une responsabilité plus convenable à ma nature dans la charge d'une jeune lionne ou d'une panthère. Je n'aime, parmi les choses douces, que celles qui aussi sont piquantes, parmi les choses brillantes, que celles qui aussi, quelquefois, ne le sont pas. J'aime le jour d'été dont le soleil fait rougir les fruits et blanchir le blé. La beauté n'est jamais plus belle que quand, si je l'attaque, elle riposte avec courage. La fascination n'est jamais plus complète que quand, excitée et à moitié irritée, elle menace de se transformer en furie. Je serai bientôt fatiguée, je le crains, de la muette et monotone innocence de l'agneau. Avant peu, la jeune colombe qui ne serait jamais agitée dans mon sein me deviendrait importune, mais ma patience se plairait à calmer les mouvements, à discipliner l'énergie de l'impatient émerillon, et ma force à dompter les instincts de l'indomptable bête fauve. Quelque douce que soit la main, si elle est faible, elle ne peut plier Shirley, et elle doit être pliée. Elle ne la peut courber, et il faut qu'elle soit courbée.
Après, bon, il y a vraiment le côté aussi qu'elle est imparfaite et en gros, faut la former. Donc on est dans un peu les tropes de l'innocente jeune fille qui doit être élevée par son mari qui est plus expérimenté. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de sincérité pourtant très 19e que je trouve touchante, que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai envie qu'ils soient ensemble. Je sais pas vous. Et alors, je suis en train de me demander, là, comme il a été farfouillé dans les affaires que Shirley a éparpillées partout, c'est quand même délicat aussi, parce que elle était partie avec, je crois qu'il y avait Nonoli, il y avait son oncle, sa tante, les cousines, tout ça, peut-être même Henri. Ce qui fait que il est tout seul à la maison, donc il s'ennuie, il tourne un peu en rond, il fait du feu à droite à gauche. Il va dans la chambre de Shirley, il récupère tout ce qui traîne. C'est hyper... c'est indélicat, quelque part. Il a vraiment une position haute par rapport à Shirley en disant du ton, vous faites traîner des trucs partout. Mais il y avait aussi des choses. Non, il a d'abord ramassé les choses qu'elle avait laissées traîner, mais je crois que c'était pas dans sa chambre. Ça devait être dans la salle d'études, donc dans son territoire à lui. Donc quelque part, il confisque. Mais est-ce que la lettre qu'il a écrite, donc cette grande déclaration, il la laisse dans le pupitre de Shirley ou pas? Parce que si elle tombe là-dessus, je fais des gros yeux pour ceux qui m'écoutent ceux qui m'écoutent en voiture. Mais s'il laisse vraiment cette lettre quelque part, faut pas que Henri tombe dessus. Henri il est amoureux d'elle. Le truc que je trouve un peu dommage par rapport à Henri, c'est que comme c'est un enfant de 15 ans, ils sont un petit peu, je pense, en train de se dire tous les deux, ouais, bon, c'est un gamin, quoi. Donc de nier les sentiments qu'il a pour Shirley. De le rendre, enfin, de le renvoyer à son côté enfant. Alors que, bon, il a l'air d'aimer très fort Shirley et compagnie. Il avait l'air de dire aussi dans son discours, petit bichon, là, que comme il était boiteux et compagnie, qu'il allait, un peu souffreteux, qu'il allait pas vivre longtemps. Chaton. Alors, je sais pas du tout s'il est vraiment malade ou si on le place un peu dans une posture de fragile parce que il est boiteux et puis peut-être que tous les hivers il chope une bronchite quoi, mais ou est-ce qu'il a vraiment une santé qui est très, très fragile? On sait pas trop. Bon, j'espère aussi que Henri ne va pas mourir parce que je le trouve choupi comme personnage. Bon, vu le massacre que ça a pu être dans les Hauts du Hurlevent, j'ai un peu peur, parce que là, il y en a potentiellement deux sur la sellette, à savoir Henri qui est plutôt maladif, et Shirley qui a peut-être chopé la rage. Ça craint. Je vous raconte pas comment j'ai envie de parcourir le truc en diagonale, parce que là, il reste même pas 100 pages. Je suis à la page 127 sur 213. Je sais pas si ça peut vous aider, en fait, à vous accrocher à cette lecture, de savoir que ça a l'air de finir bien. Moi, ça m'aide. Alors par contre, quand j'aurai fini la dimension fantastique, je crois que j'ai une ou deux... j'ai peut-être une ou deux encore vidéos sur la dimension fantastique. Je pense que je ferai d'abord une pause avec le samedi, et quand j'aurai fini Shirley, je continuerai un petit peu la pause, histoire de lever un peu le pied. Et je vais essayer de trouver comme ça d'autres livres à lire pour la suite. Donc là, on se porterait... Allez, ça va peut-être finir mi-avril, du coup, je crois, à la louche. Shirley, ce qui veut dire que je pense que je reprendrai au mois de mai. Mai, juin, juillet. C'est de trouver un bouquin pas trop long. Parce que là, on l'a depuis le mois de novembre, je crois. Hein. C'est long, hein. En plus, oui, c'est un livre qui est gros, donc qui va être long à lire dans la durée. Mais je trouve que comme elle digresse pas mal, c'est un peu long. Je trouve toujours pas ça long chiant. Mais c'est peut-être le fait de le lire à voix haute que je trouve que c'est pas si long que ça. Et alors pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu, j'avais mis un petit mot, mais pour le vlog lecture de la semaine précédente, donc que j'ai dû poster que le lundi, en fait j'avais perdu tout le montage que j'avais fait, ce qui fait que j'ai
Enfin, c'est 2 chapitres que j'ai lus une fois, que j'ai montés 2 fois, ce qui veut dire qu'au final, c'est comme si je les avais lus 3 fois, ou presque. Et je me rends compte que, au niveau du style, au niveau de ce qui se dit et compagnie, bah, elle est vachement douée, cette nana, Charlotte Brontë. Donc j'ai bien envie de lire autre chose. Par contre, je pense que les prochains livres des sœurs Brontë, donc pas tout de suite, que je lirai, on va aller du côté de chez Anne. Parce que Émilie, elle en a écrit que un, parce qu'elle est morte très rapidement. Charlotte Brontë, je sais qu'elle a écrit au moins Jane Eyre et Shirley. Il y en a d'autres aussi, je crois qu'elle en a écrit 4 ou 5. Et c'est la seule qui a eu un peu de succès de son vivant. Et Anne, l'impression que j'avais, que c'était plus... euh, elle était peut-être plus pieuse, et en gros, la religion avait une importance un peu plus appuyée dans ses livres, et c'est peut-être quelque chose d'un peu plus convenu, plus conventionnel que ses sœurs. Donc à voir. Mais moi, je suis vraiment fan des personnages de Shirley, hein. Enfin, Shirley, Caroline, Henri le gamin, les 2 frères, je les trouve chouettes. Les 2 oncles qui sont vaches, j'aime bien aussi. J'aimerais bien retrouver un peu Robert là, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il est parti. Et ça fait un moment qu'on n'a pas eu Caroline non plus, j'ai l'impression. Donc j'aimerais bien avoir un peu plus bah, que ça évolue un peu de leur côté. Euh, Donc ouais, moi franchement je suis fan, j'aime bien. Je pense que j'achèterai le livre. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à tout bientôt pour la suite des aventures. Salut!